Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est un grand format de Smart Impact que je vous propose aujourd'hui. 1 heure d'émission pour creuser ces enjeux de transformation environnementale et sociétale avec un grand entretien de 26 minutes face à une personnalité qui compte dans notre économie. Et cette question, êtes-vous prêt pour l'impact que je pose aujourd'hui à Nicolas Joly, le directeur général du groupe ICAD. On parlera notamment de l'adaptation de nos villes au changement climatique. Auparavant, je reçois dans 1 minute Claude Pommery, qui est le président de la Caisse centrale des activités sociales des industries électriques et gazières, qui se bat pour une culture accessible à tous et organise le festival Contre-courant à Avignon. Notre débat il portera sur les règlements européens, CSRD, CS3D, le bilan extra-financier, le devoir de vigilance, simplification nécessaire ou recul désastreux. On en débat tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique Startup, vous découvrirez Optio et ses colonnes de douche qui permettent de recycler et donc d'économiser l'eau froide. Voilà pour les titres, c'est parti pour ce Smart Impact en format XXL. L'invité de ce Smart Impact, c'est Claude Pommery. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président de la Caisse centrale des activités sociales des industries électriques et gazières. Déjà, double question, elle a été créée quand et puis surtout, quelles sont ses missions? Alors la CCS, pour Ouais. l'acronyme, a été créée en 1946 à l'occasion de la nationalisation d'EDF-GDF à l'époque, donc de l'électricité et du gaz. Elle a été créée dans le cadre du statut national des industries électriques et gazières, donc elle fait partie intégrante du contrat social des électriciens et gaziers. Ok. Et donc c'est l'organisme qui est chargé d'organiser les activités sociales pour les électriciens et gaziers, avec plusieurs particularités. La première, c'est que aussi bien les salariés en activité que les retraités bénéficient des activités sociales. D'accord. Ça, c'est assez unique en France. On est quelques-uns à faire ça. La deuxième, c'est que un modèle de gouvernance où la CCS est uniquement dirigée par des représentants syndicaux, par des mandatés syndicaux. D'accord. Et donc ça, c'est une originalité. Une dimension importante. Avec donc activité sociale et culturelle. Il y a une dimension Alors, culturelle dans les importante, activités quoi. sociales, Ouais. très vite, Ouais. vacances, Mhm. colo, Ouais. culture, action sanitaire et sociale, santé, protection sociale. Donc voilà, on est sur toutes ces dimensions-là. Ouais. La deuxième C'est un gros particularité, budget. c'est 450 millions d'euros. Ah oui, c'est pas rien. Donc c'est un levier d'action qui est important. Je voudrais qu'on se concentre sur la culture parce que vous venez de signer une tribune qui d'ailleurs a été signée par des acteurs, des Oui. actrices, réalisateurs, etc. Sur la culture en danger. Pourquoi la culture vous semble en danger en France aujourd'hui? Parce qu'elle est apparemment, enfin comme tout souvent, la première victime des contraintes budgétaires, des restrictions budgétaires. C'est plus facile de couper dans la culture que de fermer une crèche, par exemple, parce que ça se voit moins. Et pour autant, la culture est un élément essentiel du développement humain, de la prise de conscience, de la découverte du monde. Et depuis toujours, donc depuis les années 50, Ouais. à l'époque, la culture n'était pas aussi accessible, même si ça reste encore à démontrer. Mhm. La CCS s'est engagée vers un accès à la culture, un accompagnement des acteurs de la culture, tout le temps et partout. D'accord. Par exemple, cet été, comme tous les ans depuis maintenant longtemps, on va organiser 800 tournées culturelles dans nos villages vacances. On est un des plus gros organisateurs d'événements culturels, alors de petite taille. C'est parfois 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes en fonction des villages Et alors vacances. c'est quoi? Mais c'est tous les arts. C'est des concerts, c'est du théâtre? C'est du concert, c'est de la danse, c'est du théâtre, c'est des arts de rue. Donc on a Contre-courant que je vais inaugurer vendredi. On va en vendredi parler, ça soir. c'est à Avignon. Ouais. On a quelques événements nationaux comme ça. Donc on porte des événements culturels dans nos villages vacances. On porte des événements culturels dans nos colonies de vacances. Mhm. On tente de le porter dans les entreprises aussi. Parce que je pense que l'entreprise a aussi un rôle à jouer de promotion et de favoriser l'accès à la culture. Donc l'idée, c'est vraiment de défendre la culture pour toutes, pour tous. Si on revient au constat de ce danger dont vous parlez, il y a quoi? Il y a une baisse des subventions, par exemple? On l'a vu, il y a même des endroits, des régions qui ont coupé complètement les budgets de la culture. Ils sont passés à zéro. Des collectivités qui sont passées à zéro. Et donc, quand on coupe les budgets, on sait comment la culture fonctionne, comment les théâtres publics fonctionnent, comment les associations fonctionnent, s'il n'y a plus les subventions, s'il n'y a plus les aides publiques, il y a plus, et je ne parle pas des intermittents du spectacle qui souffrent encore un peu plus parce qu'ils ont plus de quoi bosser, de l'artiste au technicien. Bien sûr. Et donc l'accès à la culture, ça c'est voilà,
encore une fois, dans ce monde, dans cette période de restriction budgétaire, la culture est une victime, d'où la tribune qu'on a lancée. Oui. Et il y a certains artistes, donc les artistes qui ont signé naturellement, c'est parce qu'ils nous connaissent. C'est notre réseau, construit depuis des décennies. Oui. Je pense à Corinne Mazero, par exemple, qui a été marraine de Vision Sociale, notre festival parallèle à Cannes. À Cannes, oui. Elle a signé sans même... bien sûr, elle a lu la tribune, mais c'était la CCS. Elle sait qui est la CCS, ce qu'on porte, les valeurs que l'on porte. Et donc voilà, donc il y a aussi la CCS est connue et reconnue dans le monde culturel. Mais par exemple, dans ce constat général, il y a la baisse du budget du ministère de la Culture. Oui. Bon, ok, mais tous les ministères doivent faire des économies, donc c'est normal que le ministère de la Culture en fasse aussi. Ouais, alors ça, c'est une décision politique. Oui. La normalité dans ce domaine, c'est des choix politiques et des priorités que le politique doit se fixer, et peut-être même la représentation nationale. La culture, elle est souvent sacrifiée, justement. Oui, elle est sacrifiée, oui. Alors, après, effectivement, en fonction des gouvernements, l'accès à la culture et l'approche de la culture n'est pas la même. Et nous, la CCS, on est fiers, non seulement de ne pas bouger nos budgets culturels, mais voire de les maintenir, de les amplifier, de les développer, de travailler encore un peu plus sur ces éléments-là. Alors justement, on va prendre deux exemples, peut-être les plus emblématiques. Vous organisez là jusqu'au 18 juillet le festival Contre-courant qui se passe à Avignon. Déjà, le principe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va y voir? Alors, c'est pendant le festival d'Avignon. Bien sûr. C'est pas à Avignon, c'est sur l'île de la Barthelasse. C'est un site qui appartient aux activités sociales, qui est tout proche. Et l'idée, c'est d'avoir, là aussi, permettre un accès à la culture pour les électriciens et gaziers, mais pas que, c'est ouvert à tout public. Il y a des arts de rue, il y a du théâtre, c'est quelque chose de plus intimiste, parce que pour ceux qui connaissent Avignon, c'est plutôt... Ça vit Avignon, hein, il y a beaucoup de monde, beaucoup de spectacles. Donc c'est plus intimiste, c'est ciblé. Les artistes sont en proximité, on peut discuter avec eux, il y a un temps de débat avant, après. Mais quelle différence avec ce qu'on peut voir à Avignon, notamment au Off, parce que le festival Off d'Avignon, c'est vibrionnant. Il y a des, je sais pas, des centaines de spectacles qui sont proposés. Je pense que la principale différence, c'est la proximité et le côté intimiste de l'événement. C'est-à-dire qu'on souhaite qu'il y ait du monde, bien entendu, mais on n'est pas, parce que pour avoir fait Avignon, le Off, des spectacles, on peut avoir 5-6 par jour de tout type, de toute... moi, je l'ai fait aussi à la fin de la journée, on ne sait plus trop ce qu'on a vu au 6e. De la salle de 30 personnes à l'amphi, voilà. Là, on est sur quelque chose et on est sur... Je pense que la culture a besoin de ce que j'appelle la médiation culturelle, c'est-à-dire qu'on doit apprendre à aimer, on doit apprendre à découvrir, et cette discussion, cette proximité permet d'avoir les échanges qui expliquent. On a des collègues qui viennent, qui voient, qui naturellement n'auraient pas été voir ce spectacle si on n'avait pas pris un peu par la manche pour dire viens voir. Alors, est-ce que ça veut dire que ce sont des spectacles qui n'arrivent pas, j'essaie de comprendre, qui n'arrivent pas à se financer par ailleurs, et vous leur permettez d'exister? Est-ce que ça peut aller jusque-là? Ah oui, bien sûr. Ouais. On a un certain nombre d'artistes qui ont commencé avec nous. On fait des aides à la création, c'est-à-dire qu'on finance des aides à la création. Les artistes nous présentent ou une troupe nous présente leur projet, on peut les aider à financer. On fait des résidences d'artistes, c'est-à-dire qu'on héberge des artistes pour qu'ils puissent répéter, travailler, parce que quand ils n'ont pas de représentation, ils ne gagnent pas leur vie, les artistes. Enfin, vous savez comment ça marche, c'est mal. Et donc, bien sûr, on aide, parce qu'on considère vraiment que aider la culture, c'est être acteur d'un monde meilleur, quoi. Oui, j'ai bien compris la logique. Vous organisez aussi un peu le pendant au Festival de Cannes. C'est une sorte de festival parallèle qui s'appelle Vision Sociale. Vision Sociale, oui. Alors là aussi, c'est la même question. En quoi il est différent et évidemment complémentaire? Parce qu'il y a cette idée-là du Festival de Cannes. Alors, on travaille sur une programmation. Là aussi, j'insiste parce que c'est ouvert et c'est gratuit. Et on travaille à des programmations très ciblées. On choisit une thématique, on choisit un parrain, une marraine. On a eu des parrains célèbres, des moins célèbres. Costa Gravas a été parrain, Corinne Mazero a été marraine une année. Enfin voilà. Et donc on choisit une programmation qui vise, enfin qui font un cinéma différent, une autre vision du monde. Vous verrez pas Mission Impossible, la vision sociale, mais il y a d'autres choses. Et là aussi... Oui, mais il y a déjà... Enfin, quand on prend la programmation, pardon de vous interrompre, mais la programmation du Festival de Cannes,
c'est déjà un cinéma Oui, mais c'est complémentaire. assez élitiste, parfois engagé. Donc, ça se veut pas il n'y a pas les Tuches ou Mission Impossible en compétition officielle à Cannes, quoi. ça se veut pas un festival parallèle Oui. ou un contre-festival. C'est en complémentarité D'accord. pour connaître un peu le festival de Cannes aussi et tout ce qui se passe à Cannes, au-delà de ce qu'on voit à la télé. Il y a plein de choses qui se passent à Cannes autour du cinéma pendant l'événement. C'est aussi un événement de business. Et nous, oui, bien sûr. Bien entendu. Mais nous, on veut être complémentaires, on veut avoir une vision, apporter un angle différent et amener à réfléchir là aussi avec des temps de débat avec les réalisateurs, des temps de débat avec les acteurs, les actrices, et voilà, et c'est ça qui est riche. Je mets les pieds dans le plat. Est-ce que la rentabilité, c'est un gros mot quand on parle de culture? Rentabilité, comme ça, dit comme ça, brutalement, oui. Pourquoi? Par contre, rigueur budgétaire... Oui. En même temps, un spectacle rentable, il va être vu par le plus grand nombre. Vous voyez ce que je veux dire? La CCS, je suis bien placé pour en parler, je suis un syndicaliste. Oui. Et en même temps, je prône la rigueur budgétaire et la maîtrise budgétaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que on a une grande idée politique qu'il faut la financer dans une gabegie. Donc, on doit, et la culture, c'est la même chose. Mais la culture, elle a besoin de financement, elle a besoin de financement public. Donc, on a besoin que chaque sou serve au rayonnement de la culture. Et voilà, donc, mais je repose la question. Un spectacle rentable, c'est un spectacle qui va durer et qui sera donc vu par le plus grand nombre. Et ça rejoint l'objectif de la culture pour tous, non? Oui, mais après, la vraie question, c'est est-ce qu'on construit un spectacle pour qu'il soit rentable? Pour qu'il soit rentable, et donc on n'aura pas la même démarche et la même approche du sujet parce qu'il va falloir plaire au maximum de monde. C'est comme un artiste, quand il fait un tube, il ne sait pas qu'il fait un tube avant que ça devienne un tube. Donc un chanteur. Et donc voilà, donc la rentabilité, ça ne me plaît pas trop quand on parle de culture, la rentabilité. Mais bien évidemment, c'est préférable qu'un spectacle soit vu pour qu'on puisse avec financer un autre spectacle. Et voilà, c'est la machine. Parce que, et on va terminer là-dessus, il peut y avoir aussi une dérive dans une culture subventionnée de spectacles qui finalement sont tellement élitistes qu'ils parlent qu'à un tout petit nombre de critiques. C'est là tout l'enjeu du juste équilibre à trouver. Et parfois, effectivement, on a des financements publics qui permettent des créations, je vais le qualifier d'originales, de très originales parfois. Moi, je les appelle perchés. J'ai vu des spectacles, des fois, il a fallu qu'on m'explique où voulait en venir l'auteur pour... Et là, c'est pas de la culture pour tous, c'est plus excluant que rassembleur. C'est là qu'il faut trouver le bon équilibre. C'est-à-dire qu'il faut tester, il faut jauger, il faut présenter le truc. Est-ce que ça plaît pas? Il faut adapter. Et au fil des années, par exemple, sur Vision Sociale comme Contre-courant, on a adapté nos programmations, toujours en étant très exigeants sur ce qu'on voulait, mais en tentant de proposer des spectacles accessibles à tous. Merci beaucoup, Claude Pommery. À bientôt sur Be Smart for Change et bel été des festivals. On passe à notre débat. On va parler des directives européennes. Notre débat, il porte sur l'évolution des règlements européens, CSRD, le bilan extra-financier, CS3D, le devoir de vigilance, simplification nécessaire ou recul désastreux. Voilà notre titre. On en parle avec Natacha Tréant. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'université Grenoble-Alpes et Franck Amalric. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, sponsor domaine d'excellence Sustainability au cabinet de conseil Square Management. On va commencer par le bilan extra-financier, la CSRD. La première vague de rapports, elle est passée, celle qui concerne les plus grosses entreprises. Finalement, comment ces grands groupes ont passé l'obstacle? Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Natacha Tréant? Alors, par rapport à cette approche-là, sur grosso modo l'ensemble à un moment donné des rapports, c'est assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui disaient en fait on avait 80% des données. On les avait déjà. Donc, en fait, par contre, effectivement, il y a eu un gros travail en fait d'organisation, de mise en place. Mais c'est surtout par rapport en fait aux conséquences, à mon sens, plus sur la nouvelle réglementation qui est importante et par rapport notamment aux nouveaux seuils qui sont mis en place et les risques qui en découlent. Oui, on va évidemment en parler. Il y a notamment des grandes banques européennes qui ont publié leur bilan extra-financier. Franck Amalric,
quel résultat? Est-ce qu'elles ont toutes joué le jeu de la même façon? J'imagine que non. Absolument pas. Ouais. Absolument pas. Nous, on a fait un benchmark des 50 grandes banques européennes. On a Ouais. regardé leur rapport CSRD et une des grandes questions, c'est qu'est-ce qu'elles allaient publier. Ouais. En fait, dans la CSRD, il y a un élément qui est un peu paradoxal, c'est que vous devez publier ce que vous considérez comme matériel. Donc, il y a cette analyse de double matérialité. Ouais. Mais la législation laissait les entreprises assez libres pour réaliser cette analyse de double matérialité. Pour faire simple, il y avait 10 grands chapitres à publier et on a regardé, la moitié des banques ne publient que 4 chapitres, donc sur le climat, sur l'eau sociale, enfin leurs ressources humaines, Ouais. sur les clients et puis sur la gouvernance. Et puis il y en a qui ont publié beaucoup plus de choses sur la biodiversité, sur la pollution, sur l'eau. Et donc ça rend, l'exercice se voulait de faciliter la comparaison entre entreprises, mais comme elles publient des choses quand même très différentes, puisqu'elles ne publient pas toutes les mêmes chapitres, cette comparaison devient difficile. Oui, mais est-ce que ça ne favorise pas? Parce que comme vous le dites, c'est un outil de comparaison. On va voir que dans l'évolution, effectivement, il s'est un peu affaibli, mais c'est un outil de comparaison. Est-ce que ça ne favorise pas les banques qui ont été les plus transparentes, d'une certaine façon? Eh ben, écoutez, on va le voir. On verra. On va voir On si ça verra. va générer des risques de réputation, si Ouais. elles vont être soumises à des interrogations de la part de leurs parties prenantes, des acteurs de la société civile. On va voir. Maintenant, la législation va évoluer Ouais. et donc ce jeu finalement d'adaptation, d'évolution dans le temps des rapports, il est un peu interrompu puisqu'on ne sait pas finalement quelle est exactement la structure des rapports Oui. qu'elles devront publier Oui, d'ici l'année prochaine. Ouais, ce que sera cette nouvelle environnement autour du bilan extra-financier, puisque il y a eu un recul qui a été décidé par le Conseil européen. On va dire que c'est l'organisme qui regroupe les représentants des États, mais ça doit encore être voté au Parlement à l'automne. Donc effectivement, on est un peu encore dans cette incertitude. Il y a quand même, alors c'est le mot backlash qu'on a beaucoup employé ici, retour en arrière, ce climat général. Votre avis déjà sur la démarche, la décision du Conseil européen, Natacha Tréant? Alors, juste par rapport à ça, il y a eu véritablement, en tout cas, effectivement, une montée de bouclier par rapport notamment à tout ce qui est plutôt association patronale, pour dénoncer en fait la lourdeur, et puis évidemment Ouais. par rapport au rapport Draghi. Mais surtout, ce que je voudrais mettre en avant, c'est justement le fait de dire attention, ça va être trop contraignant pour nous. Mais au contraire, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire, je voudrais juste alerter par rapport au risque maintenant. Donc, on est à un seuil, c'est 1000 personnes et donc 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, justement, par un souci d'alléger en fait les exigences, on dit ils ont mis en place ce qu'on appelle un value chain cap, c'est-à-dire le fait que dorénavant, une entreprise qui est soumise à la CSRD ne pourra pas exiger des informations qui vont à des entreprises non soumises à la CSRD qui sont trop importantes. Donc l'idée aujourd'hui, une entreprise qui n'est plus soumise à la CSRD va pouvoir en fait utiliser les normes volontaires. Sauf que les normes volontaires, elles étaient en fait à l'origine prévues pour des PME. Et très rapidement, les normes volontaires aujourd'hui, vous avez 2 modules. Un premier module dans lequel en fait on dit le scope 3 c'est plus obligatoire, et puis la chaîne de valeur elle est exclue. Et puis un deuxième module un peu plus avancé, on dit le scope 3 c'est toujours pas obligatoire mais si pertinent. Et en termes d'analyse des risques c'est un peu plus poussé, mais par exemple on va dire si jamais il y a des événements qui sont avérés en termes par exemple de travail forcé etc dans la chaîne de valeur, et si jamais vous avez un plan de transition, il doit effectivement prendre en compte la chaîne de valeur, mais si c'est possible. Donc c'est très très léger. Et du coup, pour moi, les risques, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est assez étonnant, ça va à l'encontre de ce qu'on pouvait imaginer. Le premier risque, c'est vous comprenez bien que les entreprises fournisseurs en Europe qui sortent de la CSRD et qui ont des donneurs d'ordre qui, eux, sont soumis à la CSRD, le principal risque pour elles, c'est qu'elles vont perdre du business. Elles vont perdre du business, pourquoi ? Quand vous êtes un grand donneur d'ordre, en fait, quels sont les critères ? Vous prenez des critères de coût, vous prenez des critères en fait de sécurisation de vos supply chains, et puis vous prenez des critères en termes de décarbonation. Si je prends simplement sur la chaîne de Très valeur, vite, parce que là le temps file. si je prends simplement sur la chaîne de valeur, en fait, ce que demandait la CSRD avant, c'était justement de faire une cartographie de sa chaîne de valeur, d'analyser la résilience, etc. Donc aujourd'hui, un donneur d'ordre, il est plus capable d'avoir une transparence des risques et de pouvoir comparer les entreprises par rapport aux autres. Donc il va plutôt prendre des entreprises qui restent soumises. Oui, j'ai compris. Et c'est pareil sur la décarbonation. J'ai compris. Franck Amalric, donc ce que nous dit Natacha Tréant, c'est qu'en fait, sous couvert de simplification, on va se retrouver avec les grandes entreprises qui resteront soumises à cette CSRD, avec des choix qui vont être quasi impossibles à faire ou une sorte d'indécision pour ces grands donneurs d'ordre, votre avis?
Je pense qu'il y a un vrai risque. Il faut revenir aux raisons qui ont présidé à la CSRD. Ouais. Il était dit très clairement que vous avez tout un tas d'acteurs qui ont besoin de données sur la manière dont les entreprises gèrent les enjeux de durabilité, Ouais. les banques, les donneurs d'ordre, etc. Et que cela allait générer des coûts pour les entreprises. Et afin de réduire ces coûts-là, la CSRD proposait d'avoir un cadre commun. D'accord ? Donc la CSRD, au départ, voulait être une solution pour adresser ce problème de la demande d'information auprès des entreprises afin d'avoir un cadre commun, la comparabilité et réduire les coûts que ça allait générer pour l'entreprise, pour les entreprises dans ce sens. Étape par étape, Avec toutes étape les par étape. entreprises Bon, qui là, devenaient on concernées. a tout remis en cause, pas en regardant ce qui s'était passé, en se disant comment on peut simplifier, parce qu'on a remis en cause avant de voir les premiers rapports, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et donc, on va se retrouver avec ce problème-là, une multiplicité de demandes de données qui vont être adressées. Oui, parce que les donneurs entreprises. d'ordre, qui eux sont les grandes entreprises, les très grandes entreprises, qui eux, elles sont soumises à la CSRD, elles vont continuer d'adresser des demandes à leurs fournisseurs. Et puis, il y a toute la problématique des risques. Il y a quand même la Banque Centrale Européenne, d'accord, qui vient d'émettre un avis en disant, enfin, il y a quelques semaines, en disant il ne faut surtout pas trop rehausser les seuils parce que les banques ont besoin de données pour gérer les risques de durabilité. Donc, la Banque Centrale Européenne propose un seuil de 500 employés. Ce qui correspondrait à l'ancienne NFRD, donc ce qui serait tout à fait cohérent. Et juste en termes de risque, ce qu'on ne se rend pas compte aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes un grand donneur d'ordre en Europe, mais c'est-à-dire qu'à terme, vous allez plutôt les sourcer en Chine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quel est le seul pays au monde qui a fait un copier-coller de la CSRD ? C'est la Chine. Et en 2030, la Chine estime que ce qu'elle veut, c'est que l'ensemble des standards soient déployés, pas simplement au niveau des grandes entreprises, mais aussi des PME. Donc ça veut dire qu'un donneur d'ordre en Europe, il sélectionne ses fournisseurs sur 3 critères. Le coût, la sécurisation, la décarbonation. Malheureusement, il aura tout en Chine à partir de 2030. Donc effectivement, il est essentiel, et je suis d'accord avec vous, d'abaisser les seuils à minima à 500 personnes, puis de simplifier. Oui, il faut simplifier pour éviter que ça devienne effectivement une usine à gaz. Effectivement, c'était trop compliqué. On m'a souvent dit 800 pages, on a l'impression d'être face à un Everest. Bon, les 800 pages ne concernaient pas toutes les entreprises. Et en fait, il y a eu beaucoup de débats qui ne sont pas été basés sur une lecture fine des textes. D'accord ? On entend 1000 points de données, 1200, 1300. Mais ça, c'est si vous devez répondre à toutes les exigences. En fait, il y a dans la CSRD cette idée de dire vous ne devez produire que les données qui sont pertinentes pour vous, c'est-à-dire qui sont matérielles. Et donc, ça veut dire que vous pouvez choisir. Nous avons accompagné des petites entreprises, elles étaient très très loin des 1000 points de données. Tout à fait. Après, analyse de double matérialité. Donc, il y avait dans le texte lui-même des provisions pour simplifier l'exercice pour les entreprises. Effectivement. Et donc, moi, ce que j'entends, c'est un recul presque à contre-courant, d'une certaine façon. Le Parlement européen, enfin le Conseil européen et le Parlement, ils font de la politique et ils sont aussi le résultat des élections européennes d'il y a un an. C'est aussi un message que les électeurs ont envoyé. Est-ce qu'il y a encore une fenêtre pour ne pas reculer autant que prévu, c'est-à-dire avant l'automne? Non, c'est ce que vous disiez. Quelque part, rien n'est joué quand même. Donc, je pense qu'il faut rester quand même assez optimiste. Et puis, le fait de pouvoir... Oui, il est important. Il faut être pragmatique. Il faut entendre aussi qu'on dit les entreprises. Donc, oui, il est important de simplifier. Et je pense aussi que les cabinets de conseil ont eu aussi quelque part une responsabilité. C'est-à-dire qu'à vouloir aller trop dans l'excellence, ça a été à un moment donné un ennemi quelque part. Le mieux est l'ennemi du bien quelque part. Mais sinon, oui, il faut rester optimiste. Et je crois beaucoup, en fait, à la possibilité quand même qu'on aille plutôt vers un seuil à 500 personnes qu'à 1000 personnes. Voilà. Et simplifier, oui, ce serait bien. Effectivement. Avec ce qui était quand même le principe, c'est la comparaison. Les entreprises qui ont joué le jeu, qui ont fait des efforts, est-ce qu'elles vont finalement en pâtir ou au contraire, d'après vous, continuer d'en bénéficier ? Je pense que c'est trop tôt pour se prononcer là-dessus, parce qu'il y avait un mouvement qui était enclenché, qui a été interrompu quand même. Donc tous les acteurs qui se sont penchés sur la CSRD, maintenant ils sont un peu en pause, on va regarder. Est-ce que, je pense que les acteurs qui se sont mis, d'abord les grands acteurs, a priori, c'est-à-dire les entreprises qui ont plus des seuils, même les plus élevés dont on parle, eux, ils vont continuer à produire la CSRD, donc notamment les grandes banques, les grandes entreprises françaises, etc. Donc eux, ils ont enclenché le mouvement. Il y avait une marche à franchir, ce que vous avez dit, il y avait un problème de réorganisation
harmonisation de la manière dont on publiait. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, ils vont être dans un processus de réplication. Est-ce que la CSRD va véritablement faire ce qui était son objectif, c'est-à-dire inciter les entreprises à adopter des modèles qui soient plus alignés avec nos engagements en termes de durabilité? Ça, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact. Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque semaine à une personnalité qui compte dans l'économie française. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Joly. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le directeur général du groupe ICAD. Évidemment, on va être dans le secteur de l'immobilier. On va parler de l'adaptation de nos villes à ce changement climatique. Mais peut-être le sens du mot impact. C'est un mot qu'on met un peu à toutes les sauces. Quel sens vous lui donnez dans vos métiers? C'est un mot qui a un sens très fort pour nous. ICAD, c'est un acteur de la ville depuis 70 ans. Plus de 70 ans. Et donc l'impact pour nous, il prend plusieurs dimensions. C'est d'abord l'empreinte qu'on a dans la ville, parce qu'on a la chance de faire un métier qui est extrêmement concret, un métier qui se voit. Là aujourd'hui, on est à Paris, donc on voit la marque que Haussmann a laissée effectivement autour de nous, mais plus concrètement, construit des villes pour des gens qui vivent dedans. Et donc c'est avant tout cette marque-là. L'impact, c'est aussi l'empreinte carbone qu'on laisse. Et c'est un sujet qu'on aura, je pense, l'occasion de développer, qui est essentiel pour nous. Effectivement, c'est un secteur qui est des premiers contributeurs aux gaz à effet de serre. C'est un gros émetteur de gaz à effet de serre, le bâtiment. Voilà, donc on est en responsabilité sur ces sujets-là, à un moment où on traverse une crise, mais c'est une crise qui va nous permettre de nous transformer en embarquant ces sujets d'empreinte carbone. Et ces questions-là, vous le disiez, plus de 70 ans d'existence, depuis quand ils deviennent stratégiques? Les sujets carbone, pour un groupe comme ICAD, ça fait plus de 20 ans qu'on s'occupe de ces sujets-là, qu'on embarque sur nos métiers. Et puis, on embarque aussi un autre enjeu qui est celui de la biodiversité, parce qu'on est à une échelle qui est l'échelle du quartier, pas juste à construire des immeubles, construire des quartiers. Et c'est là aussi le sens de l'impact. On a un impact dans la vie des gens. Ce qu'on fait chez ICAD, c'est deux métiers. On fait boulot dodo. On est investisseur et on a une foncière qui a à peu près 2 millions de mètres carrés. Alors, ça ne parle peut-être pas à vos téléspectateurs, mais c'est l'équivalent de la moitié de la Défense, si vous voulez, en bureaux. Et puis, on construit des logements. On construit tous les 5 ans l'équivalent de la ville de Chambéry ou de Lorient. On construit 5300 logements par an. Et donc, on est dans la vie des gens, on embarque ces sujets de transformation d'usage qui sont très très forts avec nous. Voilà, donc ça c'est de l'impact. Et avec des bâtiments, évidemment, quand vous construisez aujourd'hui un nouveau bâtiment, des immeubles de bureaux ou d'habitation, c'est pour, je ne sais pas, 50 ans, 80, enfin bon... Au moins 30 ans, parce que ce qu'on s'est mis en baseline, nous, c'est bâtir la ville de 2050. On va revenir là-dessus. Et c'est au moins pour 30 ans, donc il faut la Mais je vous pose cette question, parce que vous dites on a pris le virage il y a 20 ans. Ça veut dire, est-ce que les bâtiments que vous avez construits il y a 20 ans, ils sont adaptés à la ville d'aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut encore les adapter? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut encore les adapter. Je vais vous prendre l'exemple de nos bureaux, justement. On a des enjeux pour passer les échéances du décret tertiaire. Et on a un premier point de passage à 2030. Et finalement, chez nous, il est assez limité. C'est juste 150 millions d'euros d'investissement sur un portefeuille de 6,5 milliards. Donc, on a déjà conçu nos bâtiments. On avait le premier immeuble de bureau qui était justement ESG compatible. Donc, on a anticipé. Et il faut continuer d'anticiper, parce que la ville de 2050, en fait, elle va se bâtir dans la prochaine mandature. On la bâtit déjà. On a déjà un certain nombre d'exemples. Vous avez créé d'ailleurs un centre de formation qui s'appelle ICAD Climate School. Alors pourquoi vous l'avez fait? C'est pour que, peut-être, est-ce que c'est pour que tout le monde soit convaincu, tiens, déjà, en interne? Vous avez raison. Je pense qu'on ne peut pas pousser les gens à avancer si vous ne leur donnez pas les éléments pour comprendre les enjeux. L'ICAD Climate School qu'on a créé il y a 2 ans, à l'automne 23, ça avait déjà cette ambition qui est de se dire comment on embarque l'ensemble de l'entreprise. Quand je dis l'ensemble, c'est aussi les métiers transverses, parce qu'on peut se dire c'est avant tout les opérationnels. Mais non, c'est aussi les métiers transverses. Chez ICAD, on est une petite société, on est 1000 personnes, mais vous avez une part importante de métiers transverses. Donc ça a fonctionné en 3 temps, on les a sensibilisés. Tout le monde a suivi des modules d'e-learning pour se sensibiliser aux enjeux. Ensuite, on les a fait travailler, se dire, mais à votre niveau, comment vous pouvez contribuer à la stratégie RSE de la société qui vise un net zéro 2050 et une réduction sur nos 3 scopes de 28%. Comment vous pouvez très concrètement agir? On remontait une centaine d'initiatives qu'on a arbitrées au niveau COMEX. Un exemple, les achats, par exemple.
quand on est ICAD, on est prescripteur, en fait. Quand on va construire des immeubles, on va passer des contrats, etc. Et donc, intégrer ces enjeux RSE dans nos contrats fait qu'on agit sans être directement opérationnel. Ouais. Et donc, c'est ça qu'on a voulu faire avec l'ICAD Climate School. Et maintenant, troisième temps, les équipes sont incentivées à ces sujets-là, c'est-à-dire que chacun a dans ses objectifs un objectif RSE qui le concerne directement, la quasi-totalité de nos managers et plus de 80% de nos non-managers en 2024. C'est un pourcentage qui a vocation à croître. Donc, ça veut dire qu'ils sont aussi rétribués en fonction de l'atteinte de ces objectifs-là. C'est comme ça qu'on traduit concrètement une stratégie RSE à l'échelle de l'entreprise. Quelques chiffres de clés du groupe ICAD, la valeur du patrimoine, on est à fin de l'année 2024, 6,4 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires d'ICAD Promotion, c'est 1,2 milliard en 2024, 1 800 000 mètres carrés de surface d'actifs, plus de 700 entreprises locataires. Alors, vous annoncez vouloir bâtir effectivement cette ville de 2050, j'ai regardé sur votre site, plus mixte, plus innovante, plus durable. On va reprendre ces termes-là et peut-être s'appuyer sur, en venant là, ici pour enregistrer l'émission, je me disais, c'est pas possible, ça fait déjà 1 an qu'on a vécu les Jeux Olympiques. C'était un peu nostalgique pour être honnête. Vous devez l'être aussi parce que vous avez contribué en construisant ou en participant à la construction du village des athlètes, c'est ça ? Oui, tout à fait, ICAD. Alors, à titre personnel, moi j'ai pris le train en marche il y a un peu plus de 2 ans, mais quand j'ai rejoint ICAD, ce qui m'a frappé justement, c'est cette dynamique collective autour des Jeux Olympiques. Ouais. Et ce que je trouve particulièrement inspirant dans le village, parce qu'on a bâti une partie du village des athlètes, pour donner quelques chiffres, c'était plus de 600 logements, 50 000 mètres carrés. Donc, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on l'a fait. On l'a fait, c'est-à-dire qu'on a réussi à bâtir aujourd'hui un quartier de la ville 2050. Ouais. Et ça, on a montré que c'était possible de faire un projet qui tourne avec une empreinte carbone divisée par 2. Ouais. Alors, il nous a fallu les Jeux Olympiques pour ça, parce que ça a eu des impacts sur la manière de travailler. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est mis ensemble avec les industriels, les architectes, nous, et on a travaillé avec un seul objectif qui était de sortir en temps et en heure ce projet-là de manière extrêmement innovante. Ça a donné lieu à un certain nombre d'innovations, y compris réglementaires, et ça a fonctionné. Et donc, on a ce quartier, la ville 2050, qui est mixte en termes d'usage, comme vous l'évoquez. Mais ça veut dire qu'il faut, on va évidemment détailler, mais il faut un événement comme les JO, avec donc tout ce que ça suppose de moyens financiers, mais aussi de volonté politique, pour réussir à faire ça ? C'est-à-dire que ce n'est pas duplicable, évidemment, si, justement, ça l'est, on a montré que ça peut marcher, et donc il faut continuer à s'en inspirer. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, on le voit aujourd'hui dans des sujets de simplification, sur des autorisations administratives, la réversibilité des bâtiments, etc. C'est des choses qui sont directement inspirées. Je vous disais, on a déposé un certain nombre d'ATEX. Alors, c'est un jargon un peu technique pour dire que c'est des innovations expérimentales. Une sorte de c'est pas un brevet, mais ça y ressemble. Quoi. Exactement. Vous êtes très expert de la chose. Je simplifie. Et avec Saint-Gobain, par exemple, des cloisons amovibles. Nous, on a fait des douches en bois sans ressaut. Donc, c'est des choses plus inclusives aussi. Et ça, c'est des choses dont on peut se servir et qu'on peut réutiliser. Donc, oui, bien sûr, il a fallu les JO pour se donner cette impulsion-là, mais on a vu que ça marchait. Et c'est aujourd'hui ce qu'on est en train de reproduire, nous, notre échelle, sur d'autres territoires qu'on a à Bordeaux. On a 30 hectares qu'on est en train de retravailler de la même façon. D'accord. Donc, c'est un exemple inspirant qu'on utilise. Quand on parle de construction bas carbone, évidemment, c'était l'un des objectifs de ce village olympique. On va rester sur cet exemple qui est un peu la vitrine pour le groupe ICAD. Quel choix vous avez fait pour remplir les objectifs? Alors, en fait, il y a du réemploi, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Ça part déjà de la conception, c'est-à-dire la manière, même la conception bioclimatique. C'est la manière dont vous allez disposer les bâtiments en quinconce, etc., pour permettre des mouvements d'air, du rafraîchissement naturel. Il y a plein de sujets low-tech, en fait, qui sont intégrés. Ensuite, vous avez des matériaux biosourcés, beaucoup de bois, par exemple. Vous avez ensuite des énergies renouvelables. On a de la géothermie avec des boucles d'eau dans le sol qui font qu'on n'a pas de climatisation à proprement parler, mais tout ça va permettre chauffage, refroidissement, etc., avec une empreinte carbonée différente. Et puis, comme je vous le disais, on réfléchit à l'échelle du quartier. Donc là, on intègre des îlots de fraîcheur, des forêts urbaines. Voilà. Et c'est ce qui fait toute la différence avec juste juxtaposer des immeubles. Donc, c'est toutes ces innovations qu'on a embarquées pour venir
aboutir à un projet qui a réduit l'empreinte carbone par 2. Alors, on va effectivement parler tout de suite de l'adaptation de nos villes aux chaleurs extrêmes. Et alors, chaque semaine, je demande à l'invité du Grand Entretien de poser une question à celui qui arrive. Et là, c'était Arnaud Brunetière, le patron de Nexens, qui était ici la semaine dernière et qui pose cette question. Alors que nous tournons cette émission en plein cœur d'un épisode de canicule qui touche la France et l'Europe, quels sont pour vous les principaux défis qu'ICAD doit relever pour concevoir des bâtiments qui permettent de faire face à des phénomènes météorologiques extrêmes et qui deviennent de plus en plus fréquents? Merci. Et merci à Arnaud Brunetière pour cette question. On va continuer d'y répondre, mais en fait, plus que sur les nouveaux bâtiments ou les nouveaux projets, ce que je voudrais savoir, c'est comment on fait sur les, je sais pas, 80%, je crois, de la ville de 2050, elle est déjà construite. Exactement. Donc, comment on fait pour l'adapter? Je dirais que c'est presque ça le plus gros défi, en fait. C'est qu'on était historiquement des promoteurs de neuf. On le sera toujours, mais on doit aussi être des promoteurs de l'existant. Donc, peut-être le plus gros défi, c'est comment on s'adapte nous-mêmes, comment on évolue. C'est-à-dire, on est en train de traverser une crise. Il ne faut pas penser qu'on ressortira comme avant. Il faut qu'on en sorte transformé. On ne doit pas gâcher cette crise, et c'est justement tout ça qu'on embarque. Et ça se traduit très concrètement. Je vais vous donner un exemple, parce que justement, on a livré un immeuble de bureau dans notre parc de Rungis, qui est un immeuble qu'on a loué à Fibor, qui est une société de Vinci Énergie. C'est un immeuble de bureau d'un peu moins de 5000 m², qui est typiquement un immeuble du monde d'avant, qu'on a adapté à un monde à plus 4 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur cet immeuble? On a travaillé sur l'extérieur, donc on a renforcé l'isolation sur l'extérieur, on a réduit les surfaces vitrées. Là, c'est un changement de mindset aussi, mais il faut l'accepter. On a évidemment peint les toits en blanc, et puis on a intégré aussi des nouvelles technologies. On a la chance, et on a travaillé main dans la main avec notre client Fibor, qui a intégré une solution qui permet d'éviter une climatisation traditionnelle, qui est un plafond rayonnant qui utilise, avec un matériau qui a beaucoup d'inertie, l'air comme un vecteur d'énergie qui permet de chauffer justement et de refroidir de manière différente. Donc, c'est ça, il faut travailler avec l'existant, il faut être capable de l'adapter, c'est possible, on l'a fait. Et puis peut-être l'autre défi, je pense que c'est avant même ça, c'est cartographier. C'est ce qu'on fait aussi, c'est-à-dire avoir une vision de son patrimoine, se dire où sont les enjeux, quels sont les immeubles que je dois adapter rapidement, quels sont ceux qui ne le sont vraiment pas et qu'il faut que je retransforme différemment. Donc on a cet exercice de cartographie et ensuite de travail main dans la main. On l'a fait avec Fibor, mais avec les autres acteurs de la chaîne, parce que ce n'est pas ICAD qui fera ça tout seul. Oui, évidemment. Avec forcément de l'innovation, c'est-à-dire que je sais que c'est forcément un des leviers que vous activez. Vous travaillez avec des startups, vous avez un startup studio qui s'appelle Urban Odyssey, c'est ça. Donc, pour trouver les solutions, il faut cogiter, il faut inventer des systèmes qui n'existent pas, c'est ça? Tout à fait. Il faut, toute la solution ne vient pas de l'innovation, mais elle passe aussi par là. Oui, il y a la sobriété aussi. Il ne faut pas cogiter tout seul. Il faut travailler avec les industriels, avec nos partenaires, avec les élus, beaucoup. Parce que vous travaillez à l'échelle du territoire, vous devez avoir une vision du développement de votre territoire, un îlot de fraîcheur. Si vous avez juste une parcelle d'un hectare, vous n'allez pas mettre une forêt urbaine. Si vous travaillez 50 hectares comme on le fait à Saint-Denis-Aubervilliers, là vous pouvez faire une forêt urbaine d'1,5 hectare comme on le fait. Donc il y a eux et il y a les startups effectivement. Et vous soulignez l'apport d'Urban Odyssey, startup studio. La philosophie c'est quoi? C'est on va accompagner des startups très tôt dans leur process et on va les nourrir en business. C'est-à-dire on va faire valider leur use case par les métiers. Et là, on a une boussole stratégique qui est simple. C'est qu'est-ce qui correspond à la transformation foncière, qu'est-ce qui permet de travailler la ville sur la ville, qu'est-ce qui répond aux enjeux environnementaux et qu'est-ce qui répond aux enjeux des usages. Et donc, un exemple sur le bas carbone, Terio, qui est une start-up qui fait du pisé, qui est de la terre crue. Alors, ça, c'est de l'innovation parce que c'est un nouveau matériau qui est quand même un matériau très ancien. C'est ça. Et un chiffre, c'est 80% d'émissions carbone en moins par rapport à du béton. Et donc, on travaille avec eux et on vient les nourrir en business. On a travaillé avec l'architecte Maud Cobé, un projet à Lyon, justement, qui va voir le jour. Et on vient continuer à les nourrir. Et c'est un projet qui marche, qui fonctionne. Et notre plus grande joie, honnêtement, c'est que ces startups, elles travaillent aussi avec des confrères.
On n'est pas là pour que... ICAD ne va pas faire ça tout seul. S'il y a un mot d'ordre, c'est que la ville de 2050, on ne va pas la bâtir tout seul, il faut la bâtir ensemble. Avec, je crois, depuis 2020, une fusion des équipes RSE et innovation. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Parce que la RSE, par définition, doit embarquer de l'innovation. Et l'innovation, on ne doit pas faire de l'innovation pour faire de l'innovation. L'innovation, elle doit embarquer la boussole stratégique de nos enjeux. Ce que je vous disais, il faut que l'innovation elle réponde aux enjeux de transformation de la ville sur la ville, ce qu'on appelle nous la transformation foncière, transformation environnementale et la transformation des usages. Donc il faut qu'elle soit au plus près. Et le sujet, c'est pas tant de rapprocher RSE innovation. En fait, c'est rapprocher ça des métiers et le mettre au cœur des métiers. Donc ça, c'est tout ce qu'on évoquait tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a encore des innovations qui ne s'adressent pas à cet enjeu de transformation, que ce soit d'ailleurs environnemental ou sociétal? On va parler de la mixité dans un instant. Oui, vous pouvez avoir des sujets qui ne sont pas forcément environnementaux, mais effectivement qui peuvent être sociétaux. On a une start-up qui est Domani, qui fait du co-living senior, par exemple. Donc là, vous regroupez, j'en ai visité une il y a 2 mois à Bordeaux, c'est super. Si vous avez plusieurs appartements, vous avez une dizaine, une quinzaine de personnes âgées qui partagent des espaces communs, etc. Et ça répond à un vrai besoin, effectivement. Donc, vous voyez, les startups, elles ne sont pas nécessairement toutes sur les enjeux environnementaux. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette boussole, ce cap stratégique et de cocher les cases. C'est quoi un quartier mixte ? Un quartier mixte, en fait, il est double. Il y a un double sens à cette mixité. Alors, pour nous, quand on construit, c'est d'abord la mixité d'usage. C'est je vais faire, comme on l'a fait au village des athlètes, du bureau, du commerce, de l'activité, du logement. Et puis, c'est une mixité au sens inclusif. C'est-à-dire que quand on construit du logement, eh bien, on va construire du logement social, on va construire du logement à loyer intermédiaire, on va construire du logement à loyer libre pour l'accédant. Donc, et c'est penser tout ce quartier pour que déjà il se réouvre à la ville, parce qu'on a beaucoup de quartiers qui sont enclavés. Donc notre enjeu, c'est le rouvrir à la ville. Parce que la mixité, c'est pas juste à l'échelle de ce qu'on travaille, c'est comment je le réintègre dans le territoire et réintégrer de la nature. Donc vous voyez, mixité, en fait, désartificialiser des zones qui le sont, créer des îlots de fraîcheur via ces forêts urbaines. Donc la mixité, elle embarque tout. C'est les usages, l'inclusivité et la reconnexion des espaces qu'on travaille à la ville. Et ça, c'est forcément une volonté. Vous dites, on travaille évidemment forcément beaucoup avec les élus, les collectivités locales. Il faut qu'il y ait une volonté du maire pour qu'il y ait cette mixité. Je parle de mixité sociale, là. Le fait que dans un quartier ou dans un bâtiment, on n'ait pas que des gens très riches ou que des gens très pauvres. Il faut qu'il y ait une volonté du maire. On a aussi une réglementation qui pousse en ce sens, comme sur un certain nombre de sujets. Mais ce qu'on constate quand on échange avec les élus au quotidien, c'est qu'ils sont profondément attachés à leur territoire. Donc, ils ont conscience de ces enjeux-là. Et ils apportent une réponse aussi appropriée à leur territoire. C'est-à-dire que dans les échanges qu'on a avec eux, ils apportent des réponses adaptées sur tous ces thèmes-là, que ce soit l'environnement, que ce soit la mixité, y compris sociale. Et on est en capacité, nous, d'apporter des solutions qui viennent répondre à ces besoins. Alors, il y en a une qui s'appelle le bail réel solidaire, par exemple. Tout à fait. Comment ça marche ? Alors là, on est dans de l'innovation. On est dans une innovation financière. Alors pour nous, Français, ça paraît un peu nouveau, mais pour des anglo-saxons ou autres, c'est un concept qui est tout simplement de « je dissocie le foncier du bâti ». Et ça va permettre quoi ? Ça va permettre... Vous allez avoir des organismes fonciers solidaires qui vont rester propriétaires du foncier, qui vont louer le foncier, en fait, et vous allez acheter le bâti. Et ça va permettre à des gens qui, aujourd'hui, sont précarisés, ne peuvent pas acheter un logement et restent, par exemple, dans le parc social. Et ça amène de la pression sur le parc locatif, le parc social. Vous avez 2,7 millions de personnes qui attendent un logement social. De sortir du parc, de devenir propriétaire pour 30 à 40% moins cher que s'ils étaient propriétaires du tout. Et donc, ça permet justement de dégripper un peu ce marché du logement qui est un vrai problème aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la réponse à tout, mais c'est une partie de la solution et on a des développements très concrets. Je pense à Saint-Denis, là où on a fait un développement avec l'OFS, l'organisme foncier solidaire local. Et là, on travaille main dans la main avec les élus qui poussent le dispositif. On l'a même fait nous-mêmes. On a créé notre propre OFS. J'étais à Chambéry il y a 1 mois et on a un développement là-bas à Cognin. Et je peux vous assurer que c'est des choses qui marchent. Donc, il faut changer un peu les mentalités là-dessus. Mais c'est des choses qui répondent à un vrai besoin, qui est le besoin, une nécessité absolue, qui est celle du logement. Donc, ça permet aussi de répondre à cette question. On va parler des matériaux. Dans une interview au magazine Challenge il y a 1 an, vous disiez ceci: à l'horizon 2030, un tiers
des bâtiments sera construit en bois et en matériaux biosourcés. 2030, c'est là. Hein, c'est demain. On est à quel niveau là? On est à, puisque si on veut être à 33% en 2030, on est bien dans le chemin. On n'est pas loin de ça. Et c'est effectivement un objectif qu'on s'est fixé nous. Hein. C'est pas un objectif réglementaire. Ouais. De même qu'on s'est fixé l'objectif de se dire à 2030, il y aura aussi un tiers de nos opérations qui seront de la restructuration. Donc on viendra être promoteur de l'existant. Ouais. Et ça rejoint le sujet d'ambition qu'on évoquait tout à l'heure, qui est de se dire, dans le monde actuel, il ne faut pas renoncer sur ces sujets-là, mais ne pas renoncer, ça veut dire quoi? Ça veut dire se donner des objectifs et chaque année mesurer sa progression. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, et on le partage avec nos actionnaires, parce qu'on a encore cette année mis 2 résolutions spécifiques sur le climat et la biodiversité à l'ordre du jour de l'Assemblée, pour que les actionnaires votent, après avoir voté sur la stratégie, sur les progrès de cette stratégie qui embarque les objectifs qu'on évoque. Ouais. Matériaux biosourcés, c'est quoi, par exemple? Matériaux biosourcés, vous avez le bois, vous avez la terre crue qu'on évoquait, ça peut aller jusqu'à la paille. Hein, on a de l'innovation, ça paraît petit côté 3 petits cochons, mais en réalité, c'est un isolant qui fonctionne au moins aussi bien. Donc c'est tous ces sujets-là qui sont des nouveaux matériaux qui en réalité ne sont pas si nouveaux que ça. Ouais. Par exemple, l'opération Woodstone, c'est à Bordeaux, je crois. Tout à fait. Alors là, Woodstone, j'imagine qu'il y a beaucoup de bois dans cette opération. Waouh, il est trop fort. Vous pouvez nous le décrire, ce site? Déjà, ce qui est intéressant, c'est le point de départ. En fait, on part d'un site qui est un ancien site SNCF. Donc, on ne part pas d'une artificialisation d'une surface vierge. Et Woodstone, en réalité, c'est 3 bâtiments. Vous avez qui représente à peu près 70 logements, un parking silo qui va servir à l'ensemble du quartier, etc. Vous avez un premier bâtiment, c'est Wood. Je vous le donne en 1000. Effectivement, il y a du bois. On est à 2 tiers de bois. D'accord. Et très concrètement, c'est quoi? C'est une économie d'énergie dans l'utilisation d'à peu près 36% sur ce bâtiment-là. Donc, on est dans du matériau biosourcé. On a de la mixité. On a du logement, on a du logement social, etc. Deuxième bâtiment, Stone, où là on est sur du béton qui est du béton bas carbone, donc on a une empreinte réduite et une consommation énergétique aussi qui est réduite d'1 tiers par rapport à des schémas standards. Et puis on a cet objet qui est le parking silo, qui est intéressant parce que en fait c'est un bâtiment qu'on a conçu, là pour le coup on avance sur notre temps parce qu'il est conçu pour être réversible. C'est-à-dire qu'on l'a construit, pourrait redevenir des bureaux. Ça pourrait devenir un bâtiment. Ça pourrait aujourd'hui c'est des nappes. Un parking silo, ce qu'on appelle, c'est des parkings à étages. Ouais. Et donc, il pourrait demain être transformé pour redevenir un bâtiment, des bureaux ou autre. Et aujourd'hui, au-delà d'être seulement un parking, c'est aussi un outil pour l'ensemble des habitants, parce qu'au dernier étage, on a mis des espaces partagés. On a mis des espaces de sport, de paddle, des zones partagées, etc. Évidemment, arborés, on a renaturé ces espaces-là. Donc, tout l'ensemble, Woodstone, est quelque chose qui vit et qui a été pensé conjointement avec ces 3 blocs qui se répondent. Le groupe ICAD qui travaille aussi sur les entrées de ville, je me suis dit, super, parce que c'est quand même... On en a défiguré pas mal des entrées de ville dans notre pays depuis des décennies. Comment les transformer? C'est un sacré défi, ça. C'est un sacré défi. Alors là aussi, la réponse, c'est ensemble. Parce que c'est avec les élus, les partenaires, les Français, les gens qui sont déjà sur ces zones-là. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément des friches commerciales. En réalité, ça peut être des zones qui fonctionnent bien. C'est juste qu'elles se sont développées rapidement et donc souvent anarchiquement sur le plan horizontal. Et il y a un vrai terrain de jeu pour venir les repenser sur le plan de l'urbanisme, les densifier aussi pour amener notamment du logement, qui est une des réponses à la crise du logement. Donc, parce que là, ce que je vois, moi, c'est des blocs, des boîtes alignées, quoi. Exactement. Et on peut en faire beaucoup plus que ça. Donc, on a fait ce qu'on a cartographié. On a commencé, on a travaillé avec la SET, qui est une filiale du groupe Caisse des dépôts, se dire de quoi on parle. Parce qu'une fois qu'on a dit la France moche, concrètement, on ne sait pas de quoi on parle. Et de quoi on parle? C'est à peu près 4000 sites en France, de plus d'1 hectare. Présente à peu près 80 000 hectares. Et en fait, c'est quoi? C'est un potentiel de logement qui est Paris intramuros. 1,6 million de logements. Alors, évidemment, il y a des choses qu'on peut faire à 3, 4, 5 ans, des choses qu'on peut faire à plus de 15 ans. Mais c'est un potentiel qui est important à un moment où la crise du logement est plus forte que jamais. C'est un potentiel de renaturation important aussi, parce qu'on est capable d'aller rechercher 10 000 hectares là-dessus, là où l'artificialisation en France, c'est 20 000 hectares par an. Donc, on a ce gros enjeu-là. Et puis, au-delà de cartographier les sites, on a fait 2 choses. C'est qu'on a interrogé les élus, on a interrogé les Français. Et là, c'est intéressant parce que c'est évidemment des zones qui font réagir.
Les élus nous disent, oui, il faut s'occuper de ces zones-là, mais plus sous un angle repenser quand même le côté esthétique, fonctionnement, pour que ce soit pas la France moche, renaturer. Là où les Français, au-delà de ces enjeux, vous disent, oui, c'est un enjeu essentiel de la prochaine mandature. Et 2, on peut aussi intégrer du logement, parce que moi, je suis confronté au quotidien à la crise du logement. Et moi, Français, j'ai un quart des Français qui seraient prêts à habiter dans ces zones-là. C'est même un tiers si vous êtes un jeune, parce que les jeunes sont plus encore confrontés à la crise du logement. Donc là, on a des Français qui nous disent il y a quelque chose à faire là, qui interpellent aussi les élus. Et donc, avec ces éléments-là, on va voir les élus et on va travailler avec tout le monde pour essayer de transformer ces zones. Et ça, c'est un nouveau métier. C'est un nouveau métier parce que là, on est dans le promoteur de l'existant. Rebâtir la ville sur la ville, c'est déjà acheter ces morceaux de ville. Et donc ça, pour nous, c'est quelque chose de différent parce qu'il faut aussi avoir un bilan. Ça consomme des fonds propres, ce qui n'était pas le cas pour des promoteurs. Donc ça transforme nos métiers. Donc c'est un enjeu absolument majeur. Dernière question, il nous reste 1 minute, sur le gigantisme, les mégalopoles. En fait, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Est-ce qu'il faut maintenant miser sur les villes moyennes, c'est-à-dire arrêter de faire grandir les grandes capitales régionales? En fait, vous posez une question plus large. Je pense que ce qu'il faut regarder, là aussi, c'est l'évolution démographique. C'est prendre du recul, se dire qu'est-ce qui est devant nous. Et cette évolution démographique, elle est la conséquence de l'évolution de la population, le vieillissement de la population, des fonctionnements, des usages qui sont différents, des familles monoparentales par une semaine et puis recomposées la semaine d'après. Donc des usages différents, des rapports au travail qui sont différents. Donc à ce sujet-là. Et puis on a les sujets climatiques qui vont aussi avoir une incidence à l'échelle nationale à horizon 2050 sur des mouvements de population. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ville moyenne, pas ville moyenne. Je pense que c'est une vision globale qu'il faut avoir des mouvements démographiques à l'échelle du territoire pour faire l'industrie de la ville, qui est la première industrie de notre pays. Merci beaucoup Nicolas Joly, à bientôt sur Bismart for Change. Toi. On passe à notre rubrique Startup et Innovation tout de suite. C'est notre rubrique Smart Ideas consacrée aux startups avec Simon Lilamant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Optio. Vous l'avez créé en 2024. Avec quelle idée? C'est quoi Optio? Eh bien, Optio, c'est une colonne de douche qui permet de supprimer le gaspillage d'eau. Et donc, j'ai fait le constat en prenant ma douche, comme tous les Français, que j'attendais bien trop longtemps que l'eau chaude arrive et je gaspillais énormément d'eau qui est de l'eau potable. Et donc, je me suis dit, quel volume ça représente pour ma famille de 4 personnes? Et quand je me suis aperçu que par an, je jetais environ l'équivalent d'une petite piscine, je me suis dit, bon, là, il faut réfléchir à quelque chose pour faire en sorte d'économiser cette eau. Donc, c'est un système qui va récupérer l'eau froide, c'est ça? Comment ça marche? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous rentrez dans votre douche, plutôt que d'ouvrir le mitigeur et de jeter l'eau froide, vous allez appuyer sur le bouton en façade de la colonne de douche. Ça vous laisse le temps de vous déshabiller, de vous préparer à la douche. Et pendant ce temps-là, toute l'eau froide qui est contenue dans le circuit d'eau chaude va basculer dans le réservoir interne de la colonne pour ensuite être utilisée comme de l'eau froide pendant la douche. D'accord, et qui va être réutilisé ensuite? Alors, ce n'est pas une douche cyclique, c'est vraiment l'eau froide qui est dans le circuit d'eau chaude, il bascule à l'intérieur de la colonne dans son réservoir interne et ensuite il est réintégré comme de l'eau froide directement, ce qui vous permet de ne pas jeter cette eau, démarrer la douche avec l'eau directement à température. Et la deuxième fonctionnalité du produit, c'est qu'elle est équipée d'un voyant pédagogique pour sensibiliser. Ça, je veux bien que vous nous racontiez. Donc, c'est quoi? C'est un petit système lumineux, c'est ça? Oui, voilà, c'est une petite barre lumineuse qui va passer du vert à l'orange et au rouge en fonction de votre temps de douche. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que selon une étude de l'ADEME, on passe environ 9 minutes sous la douche. Alors que l'eau potable disponible sur la planète ne permet une douche que de 5 minutes par personne. Et donc, du coup, voilà. Le but, c'est de sensibiliser, pas de réprimander ou de le faire de l'écologie punitive. C'est vraiment de sensibiliser les gens sur le bon temps de douche pour se dire, voilà. On passe au rouge au bout de combien de minutes? On passe à l'orange après 5 minutes et on passe au rouge après 10 minutes. Moi, par exemple, je prends l'eau chaude. Puis ensuite, j'arrête et je me savonne. Ça, c'est déjà un réflexe de base, non? Ça, c'est déjà des très bons réflexes. De ne pas laisser couler l'eau chaude en permanence. C'est déjà des très bons réflexes de couper l'eau pendant qu'on se savonne et voilà, de faire un petit peu attention. Mais c'est vrai que dans la douche, ce n'est pas un endroit où on a forcément une horloge, où on n'a pas cette notion du temps. Et donc voilà, le voyant est là pour vous. Il y a un retour sur investissement assez rapide? C'est-à-dire quand on achète votre système et qu'on regarde les économies d'eau qu'on fait?
Eh bien, oui, le retour sur investissement, il est environ à 3 ans. D'accord. C'est-à-dire que vous allez économiser environ 20 € par personne d'eau qui n'est pas gaspillée en début de douche. Oui. Et ensuite, si vous réduisez de 1 minute 30 votre temps de douche, pour un foyer de 4 personnes, ça représente l'équivalent de 180 € d'économie en eau et en électricité sur l'année. D'accord. Donc c'est un retour sur investissement qui est quand même assez rapide. Ouais. Qui sont vos clients? C'est plutôt des particuliers, plutôt les entreprises, ou le secteur hôtelier par exemple? Eh bien oui, on a vraiment les deux. On a les particuliers qui sont intéressés pour leur usage, mais également les hôtels, puisqu'il y a toujours un temps d'attente qui peut être parfois long, suivant la philosophie, la typologie de l'hôtel. Et ça permet aussi de sensibiliser sur le temps de douche, parce que généralement, quand on est à l'hôtel, on a tendance à pas trop regarder et à prendre des douches un petit peu à rallonge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'impact environnemental est vraiment quelque chose de très important pour les hôtels et ils s'inscrivent dans une démarche durable. Ouais. Donc l'adoption de ces colonnes de douche est importante pour eux. Il y a d'autres produits proposés ou en préparation que ces colonnes de douche? Oui, il y a d'autres produits en préparation. Donc l'année prochaine, nous sortirons la version mitigeur de cuisine de cette innovation pour faire en sorte que lorsque vous faites votre vaisselle, vous ayez de l'eau chaude directement et ne plus gaspiller d'eau froide également. Et on sortira également dans un an et demi, la version encastrable pour les colonnes de douche. Comme ça, quand vous construisez votre maison et votre salle de bain, vous pourrez intégrer le dispositif directement dans la salle de bain. Merci beaucoup Simon Lilamant et bon vent à Opti-Eau. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des Audacieuses et les Audacieux. Salut!